C'est l'heure du 19h de Public Sénat, toute l'actualité politique et parlementaire. Voici les titres de ce mardi 14 septembre. La tempête politique ne s'apaise pas autour de l'affaire Woerth-Bettencourt et maintenant Le Monde. François Fillon égratigne Michèle Alliot-Marie en déplorant les fuites répétées venant de son cabinet. Paris, désormais sous la menace de poursuites en justice par la Commission européenne pour les expulsions de Roms. Charge sévère de Viviane Reding qui fait un parallèle avec la Seconde Guerre mondiale. L'interdiction de la burqa votée à l'instant au Sénat. La disposition a reçu le soutien de nombre d'élus socialistes. Et puis, notez que les deux invités politiques pour réagir à cette actualité seront aujourd'hui Jean-Michel Baillet, le président des Radicaux de gauche, et Jean-Louis Bourlange, le président de la Fondation du Centre. Tension toujours au maximum aujourd'hui après l'accusation du Monde visant l'Élysée, la procédure invoquée par la direction de la police nationale afin d'identifier une source du journal n'est pas valable, fait savoir la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. La gauche s'indigne et demande des explications. Le gouvernement accable le haut fonctionnaire collaborateur de Michèle Alliot-Marie, mais cette dernière se voit aujourd'hui atteinte par la polémique puisque François Fillon a déploré devant les députés UMP les fuites répétées à son cabinet. Dominique de Villepin, de son côté, a évoqué une véritable pagaille au gouvernement. Il réclame un Premier ministre capable d'exercer son autorité, dit-il. Plus de 200 Roms ont été renvoyés aujourd'hui en Roumanie à bord de 2 avions spécialement affrétés au départ de Marseille et de Paris. Une opération qui n'est pas sans précédent depuis plusieurs années, particulièrement depuis plusieurs mois, mais qui intervient le jour même où la Commission européenne menace Paris de poursuites en justice pour non-respect de la législation réglementaire et communautaire. La commissaire à la justice et aux droits des citoyens, Viviane Reding, s'est montée particulièrement sévère aujourd'hui. Nora Hamadi. Quelques jours après le Parlement, c'est au tour de la Commission européenne de durcir le ton. Et c'est la révélation de la circulaire du ministère de l'Intérieur visant explicitement les Roms qui a mis le feu aux poudres. La commissaire à la justice Viviane Reding, déjà très critique à l'égard du gouvernement, le menace désormais de poursuites. Je suis personnellement convaincue que la Commission n'a pas d'autre choix que d'entamer une procédure d'infraction contre la France pour non-respect du principe de liberté de circulation. Depuis, cette circulaire a été modifiée, mais si la commissaire prend acte de ces changements, elle se laisse une quinzaine de jours pour entamer une procédure d'infraction. Pour ce faire, elle devra convaincre la Commission et surtout son très mesuré président, José Manuel Barroso, peu critique à l'égard de Paris dans cette affaire. La France pourra donc être poursuivie devant la Cour de justice européenne et condamnée à de très fortes amendes. Il ne suffit pas de changer les mots, il faut aussi que l'attitude des autorités françaises change. Car au-delà des querelles de texte, c'est surtout le comportement du gouvernement dans cette polémique qui agace Bruxelles. Viviane Reding, visiblement ulcérée par le double discours de Paris, a vivement réagi aux critiques de Pierre Lellouche. Lundi, le secrétaire d'État aux Affaires européennes a affirmé que la France, État souverain, n'a pas de leçons à recevoir du Parlement ou de la Commission. Le gouvernement se défend donc de mener des expulsions sur une base ethnique et s'étonne des attaques. Le ministre de l'Immigration a assuré que les démantèlements de camps vont continuer. Brice Hortefeux a assuré en tout cas aujourd'hui que leur illégalité est à l'origine du démantèlement des camps de Roms, pas parce qu'ils sont Roms, a précisé le ministre de l'Intérieur au lendemain de sa signature au bas d'une nouvelle circulaire. Ces opérations se poursuivront dans le respect du droit, a-t-il encore précisé. Par ailleurs, le cabinet d'Éric Besson était au courant dès l'origine de la précédente circulaire du ministère de l'Intérieur ciblant explicitement les Roms. C'est ce qu'affirme le Canard enchaîné, démenti il y a un instant du ministre de l'Immigration. C'était une ambition affichée en 2007, faire de la France un pays de propriétaires. Le pourcentage, quelques 6 Français sur 10, n'a guère évolué depuis. Un nouveau prêt à taux zéro va donc voir le jour. Il sera accessible à tous, sans condition de revenu. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui Nicolas Sarkozy. Flora Sauvage.
Réservé aux primo-accédants et sans condition de ressources, le nouveau prêt à taux zéro doit favoriser l'accession à la propriété, un souhait cher au chef de l'État. Aujourd'hui, que vous habitiez dans le Cantal ou que vous habitiez à Paris, le prêt à taux zéro est quasiment du même montant. Non, il faut accepter de dire qu'entre 1 500 € du mètre carré en zone très rurale et 7 000 € à Paris, l'écart est tellement important que si notre prêt à taux zéro n'intègre pas ces écarts de prix de l'immobilier, on peut aider ceux qui habitent dans les zones rurales pas très chères, mais on est incapable d'aider ceux qui habitent dans des zones urbaines beaucoup plus chères, alors qu'ils ont les mêmes revenus. Pour remédier à ces différences, le montant du nouveau prêt à taux zéro va dépendre de 4 critères. La zone géographique, la taille du foyer, le fait que le logement est neuf ou ancien et la performance énergétique. Une éco-conditionnalité qui préoccupe les professionnels de l'immobilier. Dès le 1er janvier prochain, sur toutes les annonces, on devra faire figurer l'étiquette énergétique. Donc déjà, ça va influencer le prix. Et de la même façon, donc si il y a une éco-conditionnalité, elle peut avoir des conséquences sur l'importance du prêt et l'utilisation du prêt même. Ce prêt à taux zéro va coûter 2,6 milliards d'euros par an à l'État. Il devrait concerner 380 000 bénéficiaires. L'interdiction de la burqa définitivement adoptée puisque le Sénat vient de se prononcer à l'instant à une forte majorité avec l'appui d'un nombre assez important de sénateurs socialistes, près d'une quarantaine. Tam Tranui. Son sort a été tout tracé, le débat dépassionné. Le texte sur l'interdiction de la burqa n'a pas suscité de discussion au Sénat. Il a été adopté ce soir. Je suis rattachée, votera ce texte. Vous le voyez, mes chers collègues, tout ce que je viens de dire marque une adhésion réelle aux objectifs qui sous-tendent la rédaction de ce texte. Les radicaux de gauche, et d'ailleurs l'ensemble de leurs collègues du RDSE, toujours à l'avant-garde lorsqu'il s'agit de défendre la République et ses valeurs, approuveront votre texte. Seuls les socialistes, ce matin, se sont fait l'écho des discussions houleuses d'avant l'été. D'un côté, ceux qui ont voté pour le texte. Ce matin, ils étaient majoritaires, menés par l'ancien garde des Sceaux Robert Badinter, qui approuve ce projet de loi au nom de la liberté de la femme. Parmi ses alliés, François Patriat, François Rebsamen ou encore Jean-Pierre Masseret. Le président du groupe, Jean-Pierre Bel, qui plaidait en faveur d'une non-participation au vote, a donc peiné à rassembler ses troupes. Comme d'autres, Alain Anziani a embrassé son point de vue, mais ils étaient un peu seuls. Puis, les socialistes ont rapidement jeté un voile pudique sur ces tensions. Reste un point qui a remporté l'adhésion de tous, la difficile application du texte. Un amendement des socialistes voulait restreindre l'interdiction au seul service public et non plus à l'espace public. Avec nous, Jean-Michel Baylet, sénateur radical de gauche. Vous avez voté l'interdiction de la burqa ? Naturellement, comment ne pas voter un tel texte au nom de nos valeurs républicaines, au nom de la défense de la laïcité, au nom de la protection des femmes également. Mais je crois qu'il faut l'élargir au-delà du problème de la femme. Il faut considérer que sur le territoire de la République, on se promène à visage découvert dans l'espace public. Alors il y a quand même, vos amis socialistes ont eu des états d'âme. Beaucoup n'ont pas voté sans faire obstacle à ce texte. Je n'ai pas très bien compris cela, mais enfin j'ai tout à l'heure entendu l'explication de vote remarquable de Robert Badinter. Je crois quand même que la majorité des socialistes est sur la même position que les radicaux. Nous ne transigeons pas lorsqu'il s'agit de défendre la République et la laïcité. Être à visage découvert. Mais pensez-vous que... Et nous montrons que nous sommes capables, quand les textes sont bons, de soutenir le gouvernement. Est-ce que cette interdiction sera-t-elle applicable dans les faits ? Bien sûr. Alors j'imagine bien qu'il y aura des difficultés parce qu'il y aura des provocations. Mais si l'on commence à partir du principe qu'il ne faut pas légiférer parce que les textes sont difficiles à appliquer, croyez-moi, nous allons jeter à la poubelle beaucoup des textes votés à l'Assemblée et au Sénat. D'autres questions à suivre pour vous, bien sûr, Jean-Michel Baylet, dans un instant. Nouvelle manifestation de colère des éleveurs, nouvelles aides annoncées en retour par le ministre de l'Agriculture, 30 millions d'euros en urgence. Le salon de l'élevage s'est ouvert à Rennes dans un climat de tension. Les forces de l'ordre ont utilisé des gaz lacrymogènes pour maintenir un cordon de sécurité autour du bâtiment. Une fois de plus, la promesse a été faite d'une vraie transparence des prix de la production à la consommation. La suite du 19h, donc, avec nos deux premiers invités, Jean-Michel Baylet, qu'on a déjà entendu, et Jean-Louis Bourlange, le président de la Fondation du Centre.
Jean-Michel Baillet, donc président des Radicaux de gauche, sénateur et patron de presse, je le rappelle, bien sûr, opportunément, la dépêche du midi. Votre réaction dans une seconde à l'extension de l'affaire Woerth-Bettencourt au monde, mais d'abord, les derniers développements politiques de cette affaire au sein même de l'exécutif, puisqu'on a aujourd'hui entendu François Fillon, en tous les cas les députés de l'UMP, ont entendu le Premier ministre épingler Michel Alliot-Marie pour les fuites répétées à son cabinet. Sandra Cerquera. L'affaire Woerth à l'origine d'une nouvelle cacophonie gouvernementale. Ce matin, François Fillon n'a pas épargné la garde des Sceaux lors de la réunion des députés UMP. Il y a déploré les fuites répétées émanant du cabinet de la ministre. Des fuites de trop attribuées à David Sénat, magistrat, conseiller pénal de MAM et tout récemment mis sur la touche. Un recadrage qui a surpris à l'UMP, mais celle que l'on cite souvent parmi les premiers ministrables refuse de se dire affaiblie. La personne qui est aujourd'hui évoquée comme étant peut-être à l'origine de fuite n'est plus à mon cabinet. Il est évident que dans le contexte et avec les éléments actuels, si elle y était encore, j'aurais mis fin immédiatement à ses fonctions, au moins dans l'attente d'éléments permettant de vérifier ce qui est dit aujourd'hui. D'autant qu'à l'UMP, pendant ce temps, on est prié d'organiser la contre-attaque. Dans la majorité, on continue de se défendre de toute intervention de l'Élysée, tout en affirmant qu'il est légitime d'identifier un fonctionnaire déloyal. En vertu de l'article 26 de la loi de 1983, tout fonctionnaire est soumis à une obligation de respect du secret professionnel. Or, que s'est-il passé ? Une information est parvenue au service de police selon laquelle un fonctionnaire, magistrat, travaillant à la chancellerie, aurait diffusé et divulgué des éléments des procès-verbaux d'enquête en cours d'instruction. Donc je vous le dis, mesdames et messieurs les députés, il était du devoir de la direction du renseignement intérieur de vérifier cette affirmation. Du côté de l'enquête, la police nationale a été contredite aujourd'hui suite au démenti de la commission des écoutes qui dément avoir été saisie sur les fuites dans l'affaire Bettencourt. Jean-Michel Baillet, croyez-vous à la défense de l'Élysée qui dément être partie prenante dans cette traque de l'informateur ? Ce qui est sûr, c'est que, parce que le problème n'est pas l'informateur, le problème, c'est que l'on a demandé aux services secrets d'espionner des journalistes pour savoir quelles étaient leurs sources. Sources protégées par la loi, désormais par la Constitution, mais liberté des journalistes qui font leur boulot. Et c'est là où est le cœur du problème. Alors ce pauvre magistrat, c'est lui, c'est pas lui, j'en sais rien, il a trinqué, mais ça n'arrête pas l'affaire. Ça sent mauvais pour la démocratie quand on envoie les services secrets espionner les journalistes, surveiller leurs téléphones et tout faire pour remonter jusqu'à leurs informateurs. Là, pour l'instant, la liberté de la presse doit être totale, elle ne l'est plus. A priori, c'est le téléphone de l'informateur, de ce haut fonctionnaire qui a été espionné. Est-ce illégitime quand il est au cœur du pouvoir, comme ce conseiller de la ministre de la Justice ? On n'a pas à espionner quelque téléphone que ce soit pour savoir comment les journalistes obtiennent leurs informations. La liberté de la presse est totale et reconnue comme telle par les textes, par la Constitution désormais, et je vois que le pouvoir tourne le dos à tout cela et se met à vouloir surveiller les journalistes. Je répète, ça sent mauvais pour la République dans ces cas-là. Est-ce que ça sent surtout mauvais ce soir pour Michel Alliot-Marie ? Je vous rapportais la critique sévère du Premier ministre. Je vais l'entendre sur votre antenne, mais moi je n'ai pas à savoir ce que le Premier ministre doit penser de sa garde des Sceaux. Ce que je vois, c'est que désormais les journalistes sont sous surveillance et que le gouvernement, si j'ai bien compris même l'Élysée, bafoue les lois et demande que l'on espionne celles et ceux dont le métier est d'informer. Quel jugement portez-vous sur les difficultés actuelles de l'exécutif ? On a parlé hier, certains même dans la majorité, d'un lundi noir entre la circulaire mentionnant les Roms et puis ce bras de fer entre l'Élysée et le Monde. On voit bien que ce gouvernement est en perdition, que les choses se passent très mal. À partir du moment où la crise gouvernementale est telle et que le président de la République ne veut pas y mettre fin en nommant un autre gouvernement et peut-être un autre Premier ministre, eh bien on se tire dans les pattes. Alors on cherche la responsabilité chez le voisin. En réalité, ils sont incapables de gouverner parce qu'il y a un tel écart désormais entre l'opinion publique et l'action gouvernementale que nous sommes dans une véritable crise institutionnelle. Alors qu'est-ce que vous réclamez ? Un changement politique et un changement de gouvernement ? Moi, je n'ai pas à conseiller le président de la République. Si j'étais à sa place, effectivement, je changerais le gouvernement. Y compris le Premier ministre. Peut-être même d'ailleurs que je
solliciterai la confiance des Français et que je prononcerai la dissolution de l'Assemblée nationale, parce qu'on est dans une véritable crise de régime quand on voit que le président de la République en est à 15% d'opinion favorable. C'est du jamais vu. Comment gouverner quand vous avez simplement 15% des Français qui disent ce que vous faites c'est bien? Ça veut dire que 85% sont en désaccord avec l'action du président de la République. Vous pensez que le recours aux électeurs serait la solution pour sortir de une démocratie, quand on voit que les choses vont tellement mal et qu'on est désavoué de manière aussi massive, quand on voit les difficultés politiques que sont celles de ce gouvernement, quand on voit la crise économique et la crise sociale, ça n'est pas scandaleux de retourner devant les électeurs. Ça s'est fait dans d'autres moments de l'histoire de la République. Donc c'est ce que vous demandez au chef d'État, c'est ce que vous souhaitez, c'est ce que vous attendez du chef de l'État. Ce qu'il ferait à sa place. Oui. Je vous répète que je ne suis pas son conseiller. En tout cas, je constate que plus rien ne fonctionne dans cette démocratie sarkozienne. L'ouverture, on vous écoute, Jean-Michel Baillet, et on se dit qu'elle est vraiment passée de mode pour vous aussi. Il n'en est plus question. Je n'ai jamais répondu favorablement à l'ouverture, parce que j'ai toujours dit que j'étais contre le débauchage individuel, et c'est ce qui a été fait, et que l'ouverture, si elle devait se pratiquer, devait se faire sur des accords de gouvernement. Nous sommes loin d'être en accord avec la politique gouvernementale. Alors, comment qualifiez-vous aujourd'hui vos relations avec votre partenaire naturel, les socialistes ? Avec les socialistes, ça n'est jamais très simple. Mais nous essayons de trouver les meilleures solutions pour organiser des primaires, pour nous rassembler, pour offrir une alternative crédible en 2012 et que l'alternance soit au rendez-vous. Avec un candidat éventuellement issu de votre mouvement, oui ou non ? Dans le cadre des primaires, oui, bien sûr. Dans le cadre des primaires. Mais pour peu que l'on se mette d'accord sur l'organisation des primaires. Si elles sont sociales ou socialistes, nous n'en serons pas. L'hypothèse tapis. Non, mais l'hypothèse tapis, c'est combien ? 30, 40, 60%. Ne mélangeons pas tout. Où nous sommes dans le cadre... C'est certain. Où nous sommes dans le cadre des primaires, et à ce moment-là, nous essayons de nous mettre d'accord sur les modalités, nous aurons un candidat dans ces primaires, où nous sommes dans un autre cadre qui est celui d'un candidat indépendant des radicaux, et à ce moment-là, Bernard Tapie a été cité, ça peut être aussi d'autres. Ah d'accord, très bien. Voilà. Quelle est l'hypothèse selon vous, Tapie? Vous lui donnez quel pourcentage? Non, je ne fonctionne pas comme ça. Non. On dit que c'est Eva Joly qui dit que c'est un ami du pouvoir. Est-ce que vous le voyez comme ça depuis qu'il s'apprête à recevoir un chèque de 200 millions de l'État? Eva Joly dit beaucoup de choses, y compris d'ailleurs le bien et le mal, mais à sa manière. Je ne me reconnais pas souvent dans ses propos. Quant au chèque qu'il va recevoir, vous connaissez la position de Bernard Tapie, et c'est le résultat d'un arbitrage. C'est la vôtre? Moi, je n'ai pas à contester les arbitrages qui se passent dans le cadre républicain. Ensuite, il est vrai que le montant est tout à fait considérable et que je comprends que ça puisse mettre certains citoyens en émoi. Très bien. Dernière question. D'ailleurs, c'est la question du nouvelobs.com. Notre partenaire, la France, est sous la menace de poursuite en justice par Bruxelles dans l'affaire des Roms. Est-ce que vous le comprenez, vous? Moi, je suis consterné de ce qui se passe. Oui. Parce que cette circulaire est un pur scandale. Elle est à vocation ethnique, elle nous met en difficulté à Bruxelles, et la France, patrie de droits de l'homme, qui voit que Bruxelles va lancer les procédures à son encontre sur ce sujet, c'est quand même non seulement démoralisant, mais c'est quand même quelque chose d'incroyable. Et là encore, je montre du doigt la responsabilité gouvernementale. Alors donc, les résultats de cette question du Nouvel Obs, on vous l'a montré à l'instant. Donc 65% de non, 38% de oui, donc pour approuver la réaction de Bruxelles. Jean-Louis Bourlange, bonsoir. Vous êtes le président de l'Institut du Centre. Je vous pose la même question. En tant qu'ancien député européen, est-ce que vous approuvez cette menace formulée aujourd'hui par Viviane Reding de poursuite en justice contre la France ? Je crois qu'il faudrait voir sur quelle base juridique se fonde Madame Reding. Moi, je crois qu'il y a deux choses très différentes dans cette affaire. Il y a une pratique qui a été celle du gouvernement français et qui n'est pas du tout le monopole du gouvernement français. Je veux dire que le Danemark, l'Allemagne fédérale, quantité de gouvernements procède à des expulsions, mais sans publicité. Des expulsions, oui. Alors il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème posé par les Roms. Il y a un vrai problème de sous-intégration, de mauvaise intégration des Roms en Roumanie et en Bulgarie. Il y a un vrai problème de sous-utilisation des fonds structurels dans ces pays pour l'intégration des Roms. Et je souhaiterais effectivement que la Commission prenne conscience de ça. Mais à partir du moment où le président de la République a choisi, pour des raisons strictement politiques, afin de faire diversion sur un certain nombre de difficultés qu'il rencontrait, sur l'affaire Woerth-Bettencourt ou sur autre chose, de stigmatiser publiquement une communauté, il s'est mis dans une situation
où effectivement, dans la démocratie d'opinion qui est la nôtre, eh bien, il y a une indignation plus ou moins fondée juridiquement, mais très forte dans les rangs du Parlement européen et à laquelle la Commission, qui, je vous le rappelle, est responsable. On dit toujours que la Commission est irresponsable politiquement. Elle est politiquement responsable devant le Parlement européen, ne peut pas être insensible. Alors, on a vraiment, là, semé le vent et on récolte la tempête. Allez, j'ai envie de vous demander votre commentaire également sur la situation actuelle de l'exécutif. On a parlé des Roms, on a parlé de l'affaire Woerth-Bettencourt-Le Monde. Il est absolument clair que la situation de l'exécutif est déplorable. Le président de la République s'est engagé assez courageusement sur une réforme des retraites. Bon, il a affaire maintenant à des difficultés importantes du côté de M. Woerth. Et au milieu de tout cela, il gère d'une façon absolument incompréhensible l'ensemble de la situation politique. Annoncer un remaniement il y a quelques mois sans qu'on sache ni comment, ni pourquoi, ni avec qui, ni dans quel esprit, c'est quelque chose qui crée une situation d'incertitude qui se combine avec tout un ensemble de choses, comme les faits divers que vous venez de rappeler, les décisions concernant la Cour de justice, la Cour d'appel qui sera supposée s'occuper de l'affaire de M. Dominique de Villepin est une maladresse formidable. La question de savoir si on écoute un journaliste ou si on écoute un fonctionnaire n'a strictement aucun intérêt, puisqu'on écoute une conversation. Donc si on écoute une conversation, on écoute les deux personnes. Et je ne vois pas qu'il soit légitime que, sans autorisation d'un juge, eh bien, un fonctionnaire de la République soit écouté. A fortiori, un journaliste, mais un fonctionnaire de la République également. Alors tout ça crée une situation impossible. On voit que M. Fillon critique publiquement quelqu'un qui est présenté par les uns comme son successeur potentiel. Je crois que le président de la République a pour l'instant perdu la main. L'a-t-il perdu définitivement? Je ne le pense pas. Je pense qu'il est absolument temps pour lui de reprendre la main, de prendre des décisions, et plus tôt on sortira de cette situation vraiment insaisissable pour l'opinion, mieux on se portera. Alors, un mot sur le centre, puisque vous présidez cet institut, Jean-Louis Bourlanges. Je vous avais cité à l'instant Dominique de Villepin, qui fait les yeux doux aujourd'hui à François Bayrou. Il se revendique également de la démocratie chrétienne, en plus du gaullisme social. Il y a encombrement avec François Bayrou, Hervé Morin, Jean-Louis Borloo. Votre institut, c'est pour faire la clarté? Non, mon institut est hors système. Mon institut, c'est un institut. Vous avez vos préférences. J'ai mes préférences, mais c'est pas une œuvre, c'est pas une action personnelle. Oui. Dans l'institut du Centre, il y a des gens, des hommes et des femmes de sensibilité centriste, de toutes les sensibilités. Nous sommes complètement éclaté politiquement, le centre est illisible politiquement, il n'a aucune stratégie, chacun est perdu. Bon, en revanche, il y a, et c'est à ça que nous répondons pour l'instant, et nous sommes bien conscients que ce n'est pas une réponse politique à la hauteur de l'enjeu stratégique qui se pose au centre, mais c'est une réponse intellectuelle, culturelle, idéologique. Nous répondons à l'attente d'un certain nombre de gens qui, partout, à l'UMP, au MoDem, au Nouveau Centre, chez les radicaux, ont besoin que s'exprime quelque chose qui ne s'identifie pas au discours de M. Hortefeux d'un côté et au discours de M. Benoît Hamon de l'autre. Il y a entre ces deux extrêmes, entre une espèce de frilosité identitariste xénophobe et d'autre part une sorte de partie du ressentiment social anticapitaliste qui vraiment pourrait déboucher sur des solutions qui seraient pires que le mal actuel. Il y a besoin de quelque chose de tout à fait différent et il y a besoin d'une réaffirmation de la solidarité entre les valeurs de libéralisme. Le libéralisme est le grand mal-aimé de la République, le grand incompris de la République et les valeurs de solidarité qui sont également aujourd'hui tragiquement mise à mal. Nous avons besoin de plus d'égalité et de plus de liberté et nous avons besoin de cesser d'opposer l'égalité et la liberté. Ça, il y a beaucoup de gens qui se réclament de ça, beaucoup de gens qui attendent une offre politique sur ces bases. Ce que nous avons l'intention de faire, c'est de réfléchir ensemble, d'analyser les problèmes et de nourrir à notre rythme le débat public qui est, de ce point de vue-là, un peu anémié. Très bien. Alors, je disais que vous aviez une préférence, il faut quand même le citer, c'est Jean-Louis Borloo.
Non, j'ai beaucoup de sympathie pour Jean-Louis Borloo. Vous l'imitez même, il paraît. Oui, c'est un signe de familiarité. Non, je trouve que Jean-Louis Borloo est un personnage tout à fait intéressant dans la République, qui fait entendre une mélodie à lui, très originale, qui a certainement, qui porte une différence par rapport au reste de la majorité, qui est appréciable, mais je ne crois pas, en l'état présent des choses, que la famille du centre renaîtrait parce que un Premier ministre issu soit du Parti radical, soit de l'Alliance centriste, soit du Nouveau Centre, soit même de la fraction centriste de l'UMP, devenait Premier ministre. Je crois que nous sommes en Ve République, qu'en Ve République, tout se décide autour de l'élection présidentielle et que ce que le centre doit se préparer à faire, et ce n'est pas facile, c'est à avoir un candidat à l'élection présidentielle. Alors comme toujours, comme aurait dit le général de Gaulle, ce qu'on doit craindre, ce n'est pas le vide mais le trop-plein, car il y aura effectivement, il y a tout un ensemble de gens qui peuvent envisager de l'être. C'est difficile parce que la ligne stratégique est très très étroite. Il faut à la fois ne pas être dans l'opposition systématique et en même temps ne pas avoir été solidaire de choix économiques et sociaux de monsieur... je vois Jean-Michel Baillet qui hoche la tête, qui dit effectivement vous relevez un pari difficile. On relève un pari. Monsieur Baillet est lui-même, dans sa formation, confronté à des choix qui sont souvent difficiles et qu'il fait d'ailleurs assez courageusement. Je me rappelle que c'est quand même monsieur Jean-Michel Baillet qui a permis de porter, et ses amis, qui ont permis de porter sur les fonds baptismaux, si j'ose dire, de la part d'une formation laïque, la révision de la Constitution, et qui a apporté de grandes choses, notamment le contrôle de constitutionnalité qui met en cause aujourd'hui la garde à vue. Donc, nous sommes les uns et les autres, les radicaux, qui soient de gauche ou de la majorité, les démocrates chrétiens, les libéraux sociaux, nous sommes, je crois, pas très très heureux les uns et les autres d'entendre des discours qui sont frappés du sceau de l'extrémisme, de l'intolérance et qui ne permettent pas à la voix de la France de s'exprimer comme elle doit s'exprimer. La France que nous aimons. Moi, je ne crois pas qu'il y aura un candidat centre-droit parce que Jean-Louis Borloo est un homme sympathique avec lequel nous pouvons travailler, qui a magnifiquement mené le Grenelle de l'environnement. Mais comment voulez-vous qu'en ayant participé à toute cette aventure Sarkozy comme ministre d'État, c'est-à-dire dans les premières responsabilités, il puisse être une alternative pour les Français? Je n'en crois pas un mot et je pense que, comme d'habitude, les conditions seront créées pour que vous soyez obligé de vous rassembler autour de l'UMP, en l'occurrence Nicolas Sarkozy. Quand on voit quand même tous les textes qui sont votés aujourd'hui et qui sont soutenus par Borloo, par ses amis, nous sommes ici au Sénat, la réforme des collectivités. Moi je vais en dire un mot, pas pour revenir sur le fond, mais sur la forme. Oui, mais sur la forme. Oui. Sur la forme. J'entends dire qu'au lieu de prendre une troisième lecture, ce qui est la procédure parlementaire normale, on irait directement en CMP pour cadenasser cette réforme et la faire avaler au Sénat contre sa volonté. Je dis que c'est très grave, parce qu'il n'y a pas de raison d'abroger il n'y a pas de raison de ralentir le débat parlementaire sur un texte de telle importance qui est en train de mettre à bas l'organisation territoriale de la République. Très bien, merci messieurs. C'est la fin de cette édition. À suivre sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale un documentaire, Les héros sacrifiés du 11 septembre, et puis à 22h sur Public Sénat. Le prochain journal avec Sonia Babrouk. Bonsoir à tous. Comprendre l'extrême droite de l'intérieur. Pendant 2 mois, les caméras de Public Sénat ont suivi Jean-Marie Le Pen pendant la dernière campagne pour les élections régionales. Le Pen, le dernier combat, c'est un documentaire signé de Thomas Raguet, suivi d'un débat sur l'avenir du Front National au moment où s'ouvre la bataille pour la succession au sein du FN. Le débat, dimanche à 10h sur Public Sénat. PublicSénat.fr devient le portail de l'information politique. Dès à présent, vous pouvez suivre l'actualité politique et parlementaire en temps réel. Conversez, réagissez et participez à tous les contenus du site. Et toujours la chaîne Public Sénat en direct, 24 heures sur 24, comme l'ensemble de vos émissions en VOD, en accès gratuit et illimité.